Bien, je reprends donc cette réflexion sur la distinction entre travail, activité, loisir, travail d'à côté, mais de façon plus fondamentale et peut-être plus intellectuelle, et je pense que vous m'en voudrez pas, se tourner vers les grands auteurs, en particulier Hannah Arendt, qui est, vous savez, considérée aujourd'hui comme une des intellectuelles les plus importantes du XXe siècle. On peut expliquer rapidement pourquoi. Parce qu'elle a expliqué les origines des totalitarismes, des deux totalitarismes du XXe siècle, c'est-à-dire le nazisme et le communisme soviétique. Et en particulier, elle s'est fait connaître lors du procès Eichmann, qui a eu lieu à Jérusalem dans les années 60, et qui consistait à juger l'architecte, on va dire, architecte en chef des transports des convois de juifs vers les camps de concentration. Et au décours de ce procès, donc, elle a publié dans le New Yorker, si je ne me trompe pas, des articles qui ont défrayé la chronique sur l'idée qu'il y avait une banalité du mal et que finalement, plongé dans des conditions particulières, tout homme aurait pu se comporter comme Eichmann, et donc elle venait de façon iconoclaste rompre avec une idée qui consistait à penser que les nazis étaient des super méchants, ce qu'ils étaient d'ailleurs, mais en tout cas que c'était une spécificité locale. En réalité, elle démontre le contraire. Et plus tard, dans les années 60-70, particulièrement dans les années 70, c'est Milgram qui va, au travers de son expérience sur les chocs électriques que vous devez connaître, une expérience d'obéissance aux autorités, qui démontrera finalement, de façon psychosociale, la réalité de la pensée de Hannah Arendt, c'est-à-dire que tout homme, évidemment, peut être un prédateur pour les autres hommes. Je ne développe pas plus sur ces questions, mais c'est pour cette raison qu'Hannah Arendt s'est imposée comme grand penseur du XXe siècle, parce qu'elle a expliqué les grandes ruptures du XXe siècle. Alors, elle a écrit également un ouvrage qui s'appelle La condition de l'homme moderne, sur laquelle je m'appuie pour vous expliquer les distinctions qu'on peut faire, donc, et qu'elle fait dans cet ouvrage entre l'homo laborans, laborans, labor, laborare, le travail, l'homo faber, l'homme qui fait, et comment finalement l'homme peut se distinguer de l'animal au travers de ces catégories dans un premier temps, ensuite l'homme agissant, et puis l'homme, l'être pensant, le fameux cogito ergo sum, je pense, dont je suis, de Descartes, où finalement l'homme est-il simplement pensant ou est-il autre chose? C'est la question qui est posée dans cet ouvrage de conditionne l'homme moderne, alors qu'il fait référence évidemment à la période historique que j'évoquais dans la capsule précédente, c'est-à-dire l'époque moderne qui démarre avec le XVIIe et XVIIIe siècle. On verra que le XVIIIe siècle est une période importante, particulièrement pour les questions de naissance du libéralisme, et qui seront reprises par Michel Foucault, dont je vous parlerai un peu plus loin et dans une autre chaîne, pour expliquer les néo-institutions et finalement les évolutions sociétales en relation avec le libéralisme. Donc la condition de l'homme dans cette période moderne est décrite dans cet ouvrage de référence par Hannah Arendt. Donc l'homo laborans pour Hannah Arendt, c'est un homme qui ne se distingue pas de l'animal, c'est-à-dire que c'est un homme qui a besoin de s'astreindre à une activité pour survivre, à une activité nourricière, on pourrait dire. C'est-à-dire, évidemment, pour l'homo paléo, c'est la chasse, c'est la pêche, c'est le combat, etc. Donc, et c'est ce qu'on voit sur la couverture, finalement, le mythe de Sisyphe, qui pousse sa roue en haut de la montagne, et qui, évidemment, en haut de la montagne, la roue redescend de l'autre côté, il recommence. Donc, ou le hamster qui tourne dans sa cage. C'est ça l'homo laborans, c'est-à-dire un homme qui est astreint à une activité de survie. Et qui donc, de ce point de vue-là, et du point de vue d'Hannah Arendt, ne se distinguerait pas de l'animal. Donc, deuxième catégorie, l'homo faber. Donc, c'est un homme qui se définit par rapport non plus à un travail, travail tripalium, quelque chose de pénible. Le tripalium, c'est cet outil qu'on utilisait jadis dans la religion catholique pour s'auto-flageller, pour se punir des péchés. Donc l'homo faber est une évolution vers un homme qui établit une œuvre. Alors on pense aux peintures rupestres, par exemple, de Pechmerle. On pense à un homme donc qui
qui réfléchit sur le monde, qui commence à construire une œuvre réflexive. Donc il s'agit de fabriquer, de disposer des choses et de construire. On sait que, évidemment, le néolithique ouvre cette période de construction, de transformation de la nature pour l'homme. Et donc c'est ça l'Homo faber. C'est un animal qui fabrique des outils. Et à ce moment-là, on a une distinction qui peut s'établir et qui nous intéresse dans cette période de télétravail entre le travail comme un fait pratique ou une utilité essentielle et le travail comme la construction d'une œuvre individuelle et surtout collective, c'est-à-dire faire œuvre commune, construire quelque chose qui peut d'ailleurs devenir un bien commun, et je reviendrai sur cette catégorie de bien commun. Donc, d'après elle, pour l'Homo faber, c'est l'œuvre et le fait de l'homme en tant qu'homo, c'est-à-dire c'est réellement son œuvre qui le distinguera de l'animal, sous-entendant que l'animal ne construit pas des œuvres. Bon, alors la question de l'outillage est plus délicate à ce sujet, puisqu'on sait que des animaux utilisent des outils. Je pense à des oiseaux, en Nouvelle-Calédonie par exemple, qui utilisent des bâtons pour aller chasser des fourmis par exemple, mais passons là-dessus. Et puis ensuite, elle établit donc la définition de l'homme agissant, qui lui est un animal politique. Alors ça vous intéresse particulièrement, et c'est pour cette raison aussi que je vous recommande la lecture de cette œuvre d'Hannah Arendt, c'est parce qu'on ne peut pas raisonnablement penser le XXe siècle et l'homme politique au XXe siècle si on n'a pas lu Hannah Arendt. C'est un homme qui n'apparaît que dans l'agir, et dans l'agir social. Et donc c'est un homme qui fait œuvre sociale, et qui bâtit des œuvres sociales, comme des œuvres de pouvoir par exemple, ou des outils de pouvoir. Enfin, l'être pensant, et qui reprend donc l'affirmation de Descartes, cogito ergo sum, je suis un être dont toute la nature est de pensée. Donc ça c'est fondamentalement le questionnement métaphysique qu'on peut se poser, à savoir est-ce que l'homme est un être pour penser, est-ce qu'il est fait pour ça, est-ce que c'est sa finalité, donc c'est toute la question métaphysique, évidemment je ne vais pas rentrer dans ces catégories-là, mais vous voyez où elle veut en venir, rejoint cela à Descartes, mais ce que dit Descartes de façon plus fondamentale, c'est que c'est parce que je me pense que j'existe en fait, et là ça rejoint des choses qu'on verra un peu plus loin sur le constructivisme, c'est-à-dire c'est parce que je suis un homme capable de me penser en tant qu'homme que je me construis en tant que tel. Ce qui serait l'inverse chez un animal, et encore une fois, ça c'est pas des choses qui sont certaines, puisque la biologie nous enseigne autre chose aujourd'hui. Bref, voilà pour cette première lecture que je vous conseille pour essayer d'établir des catégories entre travail, activité ou autre, ou œuvre, en s'appuyant sur des grands auteurs. Le deuxième ouvrage que je peux vous conseiller, alors c'est une brique, donc je suis conscient que c'est pas évident, mais en tout cas c'est un ouvrage qu'il faut avoir. Je pense que pour vous qui vous orientez en politique, ça doit faire partie de votre bibliothèque, à n'en pas douter, à votre bibliothèque d'hommes politiques, comme un certain nombre d'ouvrages de sciences politiques. Celui-là est vraiment très important. Le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski et Capello, qui reprennent les travaux de Bourdieu sur les différents capitaux et qui le réinscrivent donc dans l'esprit du capitalisme. Et qui nous traite en particulier, et c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui, parce que je vous parlais du contrat de travail, donc des conventions, c'est un courant qui traite des économies dites de la grandeur. Économie de la grandeur, qui analyse le fonctionnement de la société en termes de conventions et d'accords. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui on y est en plein, c'est-à-dire que l'obligation de confinement, qui est liée à une crise, à un événement sanitaire, à une guerre sanitaire, comme diraient certains, provoque donc un bouleversement des conventions, et particulièrement un bouleversement des conventions de travail et d'emploi, en abolissant un certain nombre de choses qu'on croyait acquises et essentielles dans le contrat de travail, c'est-à-dire la présence sur un lieu de travail et le lien de subordination. Or, dans cette nouvelle donne, évidemment, la contrôlabilité du travail va se redéfinir, et donc le contrat lui-même va se redéfinir. Donc c'est explorer cette société en termes de conventions et d'accords, voir comment elle évolue dans l'histoire, et à partir de ces économies de la grandeur, donc les auteurs, Boltanski et Capello, distinguent un certain nombre de cités ou de mondes, ils parlent de monde également, ou d'univers. On voit que d'ailleurs, on pourrait s'interroger sur le fait qu'effectivement le monde change, que le monde en tant que
paradigme de signes, de symboles et de conventions est en train de se bouleverser, en tout cas pour la période de la crise, mais certainement que ça aura des réminiscences à l'issue. Donc, différents mondes ou différentes cités. Alors, on nous parle de cité inspirée, cité domestique, cité de l'opinion, cité civique, cité marchande, cité industrielle, cité par projet. C'est celle-là qui m'intéressera pour notre propos, hein, pour l'évolution vers le management par projet, et non plus exactement le management de projet, comme un type d'organisation ou de convention nouvelle qui rompt évidemment avec les visions traditionnelles de l'entreprise dans laquelle on a un organigramme et une hiérarchie, c'est-à-dire des liens fonctionnels très forts, coercitifs, basés sur le lien de subordination, vers des conventions de type soft power, contrat projet, et donc des liens un peu plus lâches dans la relation de travail, et donc plutôt basés sur l'activité et l'échange des utilités que sur simplement j'achète une force de travail au travers d'un contrat de travail. Donc voilà, à explorer, très intéressant, parce que évidemment on réinterroge la société au travers de ces prismes-là, au travers de ces différentes cités. Évidemment, on peut aussi les compiler pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc je vous en dis pas plus là-dessus, je pense que c'est une lecture que vous devriez faire, ou en tout cas avoir dans votre bibliothèque politique, même si effectivement ces théories sont très empreintes de socialisme ou de communalisme, mais bon, je ne rentre pas dans ces idéologies. Il n'en reste pas moins que ces auteurs sont des auteurs de référence. Et puis, ça rejoint une autre préoccupation de Daniel Cohen, qui est un auteur qui a beaucoup étudié la pauvreté en particulier, et qui nous parle de l'homo economicus. Vous avez beaucoup entendu parler de cette catégorie. Donc c'est une autre catégorie qui vient compléter celle de Hannah Arendt. Évidemment, c'est fait exprès. L'homo economicus, prophète égaré des temps nouveaux. Une lecture économique qui me paraît assez essentielle à avoir pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et comment ça pourrait évoluer demain. Et puis la dernière référence, donc c'est la question donc de la société liquide de Zygmunt Bauman, qui permet de comprendre aussi les évolutions des conventions dans une société dite liquide. Donc pour ça, je vous montre la page wiki, mais vous pouvez aisément trouver cet auteur. Il y a une œuvre, en particulier La vie liquide, voilà, que j'ai moi-même lu et qui est très intéressante, qui est paru en 2006. Et qui vous permet de comprendre donc le délitement des valeurs traditionnelles, puisque on explore des conventions y compris familiales pour comprendre ce qui se passe, et au travers des nouvelles théories de l'information, on comprend également comment la société, dans une acception libérale, évolue vers des modes de consommation qui eux-mêmes créent de nouvelles conventions entre les parties, etc. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet dans cette capsule. N'hésitez pas à réagir, c'est fait pour ça, donc on commente, on débat, et puis pourquoi pas nous poster des compléments si cela